Farafina itama korone jugu kana balanga wilila. Farafina itama korone faren jugu kana balanga wilila. Cette série thématique sur la corruption est dédiée à la mémoire du professeur Luc Marius Ibriga, un homme de grande probité qui a servi la nation burkinabé. Cette émission est la première partie consacrée à la question des causes de la corruption. D'où vient la corruption? Pourquoi la corruption est endémique? Pourquoi elle est omniprésente et systématique dans certains pays, pendant que dans certaines sociétés, elle est extrêmement faible? Pourquoi la corruption donc? Tentons dans cet épisode des clés du développement de comprendre les facteurs qui expliquent et qui favorisent la corruption. Les économistes qui ont étudié la question, les chercheurs en sciences sociales plus généralement, avancent plusieurs facteurs. Nous allons passer en revue les principales causes qui sont souvent citées. Une cause qui vient souvent et très souvent, y compris dans le débat public, c'est la pauvreté. Bien évidemment, la pauvreté et la corruption sont liées. Ces deux phénomènes liés et la relation causale va dans les deux sens. Autant la corruption a des dégâts économiques importants qui peuvent appauvrir un pays, autant un pays pauvre manque de suffisamment de moyens pour lutter contre la corruption. Et dans un contexte de pauvreté, des agents publics peuvent être incités à s'adonner à la corruption. Le graphique ci-contre met en relation le niveau de développement des pays dans le monde, mesuré par le revenu par tête, d'une part, avec le niveau de corruption des pays dans le monde. Le graphique montre une relation négative entre le niveau de richesse des pays et leur classement suivant l'indice de perception de la corruption de Transparency International. Les pays les plus pauvres ont en moyenne une plus forte perception de la corruption. Ou autrement dit, les pays riches tendent en moyenne à avoir un niveau faible de corruption. La relation entre le niveau de développement et la corruption n'est pas forcément une relation causale. En 2023, par exemple, un pays comme le Cap-Vert est considéré comme moins corrompu par rapport à un pays beaucoup plus riche comme la Corée du Sud. De même, toujours en 2023, un pays comme le Botswana est considéré comme beaucoup moins corrompu qu'un autre pays plus riche comme l'Italie, par exemple. La pauvreté n'est donc pas une fatalité pour la corruption. Même si, encore une fois, les pays pauvres ont moins de moyens pour lutter contre la corruption que les pays riches. Cependant, des études montrent qu'une meilleure rémunération des fonctionnaires les expose moins à la corruption. Mais là également, il faut nuancer. Parce que dans un pays donné, les fonctionnaires les plus corrompus ne sont pas forcément les moins bien payés. Mais en tout état de cause, les fonctionnaires les plus corrompus sont souvent les plus exposés, les plus incités, les plus tentés par l'acte de corruption. Des économistes expliquent la corruption par des comportements de recherche de rente. La rente est ici définie comme étant des revenus tirés d'un avantage injustifié. Par exemple, le douanier qui profite de sa position de contrôleur des frontières peut en tirer abusivement un revenu. Le ministre qui profite de sa position de signateur d'une autorisation peut en tirer un revenu. Ce sont des rentes qui n'ont rien à voir avec les rentes naturelles, par exemple d'un bien foncier légalement acquis qu'on cède en bail et qui nous donne des revenus en contrepartie. L'analyse de la corruption par le comportement de la recherche de la rente explique que les fonctionnaires qui sont dépositaires d'un monopole abusent de ce monopole pour donc tirer des rentes. C'est encore une fois le cas du douanier qui est la personne à une position donnée
qui peut autoriser que la marchandise passe, qui peut arrêter la marchandise, qui peut laisser passer, ce douanier peut abuser de cette position pour en tirer une rente. Ce sont des comportements de recherche de rente. Dans le comportement de recherche de rente, les économistes expliquent que les acteurs de la corruption sont des agents rationnels comme tout le monde qui tentent de tirer parti pour eux-mêmes de situations qui leur sont favorables. La recherche de la rente est à la fois la recherche par des entreprises qui cherchent des avantages ou par des agents du public qui cherchent également à monnayer certains services. Pour les entreprises, elles peuvent investir dans des comportements de recherche de rente pour avoir des marchés publics, mais ce n'est pas tout le temps que c'est des avantages indus que les entreprises cherchent. Dans certaines situations de corruption endémique, même quand les entreprises sont dans leurs droits, elles peuvent être incitées à corrompre soit le directeur qui doit signer le chèque qui leur est dû, soit le comptable qui doit libérer le chèque pour entrer dans leurs droits. Du côté des agents publics, ce sont des situations dans lesquelles ils donnent le service public en contrepartie de privilèges ou de bénéfices ou de revenus tirés pour eux-mêmes. Bien évidemment, plus la rente est importante, plus l'incitation à la corruption est importante. Et en conséquence, la corruption est souvent expliquée par les auteurs libéraux par le fait que ce sont des situations de monopole ou de concurrence insuffisante ou d'absence de concurrence qui sont les situations les plus favorables à la corruption. La transparence est un facteur évidemment important pour expliquer la corruption. Si les règles ne sont pas connues, si les règles sont vagues, si les règles ne sont pas cohérentes, si les règles ne sont pas connues de tous, elles sont facilement manipulables. Donc, en l'absence de transparence, la corruption est favorisée. Le pouvoir discrétionnaire est le pouvoir qui est laissé à l'agent public, par exemple, ou à l'autorité, de décider de son propre jugement. Si l'agent a décidé de lui-même s'il laisse passer ou pas, si la règle est suffisamment vague ou imprécise, qui fait qu'il a plus de marge de manœuvre pour décider par lui-même, son pouvoir discrétionnaire est donc plus important et en conséquence, cela est favorable à la corruption. La redevabilité, la reddition des comptes est un autre paramètre important. Si l'administration fait des dépenses et n'est amenée à aucun moment à rendre compte, si à aucun moment il n'y a pas d'audit, il n'y a pas de contrôle, cette situation est bien sûr favorable à la corruption. C'est le cas dans certains pays où des secteurs de la dépense publique ne sont pas suffisamment contrôlés ou ne sont pas du tout contrôlés, ne sont pas audités ou sont insuffisamment audités. Dans notre pays, le secteur de la défense et de la sécurité est un secteur de dépenses très important, mais c'est un secteur qui est faiblement contrôlé, qui est faiblement audité. Certes, c'est un secteur particulier, mais il est important de trouver les moyens, les bons mécanismes pour la reddition des comptes dans ce secteur parce que, encore une fois, en l'absence de reddition de comptes, la corruption est favorisée. De même, si les recettes sont perçues sans reçu, si les recettes ne sont pas l'objet d'audit suffisant et de contrôle suffisant, les comportements frauduleux, les comportements malveillants intentionnellement sont beaucoup plus favorables, sont beaucoup plus favorisés. L'égalité que vous voyez à l'écran, que j'ai adapté des noteurs, permet d'avoir une première vue schématique de l'équation de la corruption. Ainsi donc, on voit que la corruption est égale à la rente, augmenter du pouvoir discrétionnaire et diminuer de la redevabilité. En d'autres termes, plus la rente est importante, plus la corruption sera importante, plus le pouvoir discrétionnaire est important, plus il y aura de corruption, et plus il y a de la reddition des comptes, moins il y aura de corruption. Des auteurs libéraux considèrent que la corruption est liée à la nature même de l'État, à l'État. Partout où il y a de l'État, il y aura de la corruption. Parce que pour ces auteurs, l'État, en intervenant dans l'économie et dans la société, crée toujours des situations de rente. Et ces situations de rente favorisent la corruption. On peut tenter d'évaluer cet argument en mettant en relation la taille de l'État, qui est un indicateur de l'interventionnisme de l'État dans l'économie, avec le niveau de corruption. Toutefois, à l'évaluation, les résultats ne sont pas solidement établis. La relation entre la taille de l'État et la corruption n'est pas solidement établie. On peut donc se poser la question, est-ce que c'est la nature de l'État
Par exemple, est-ce qu'un État décentralisé serait plus vertueux qu'un État fortement centralisé? Là également, l'idée de la décentralisation est de dire que la décentralisation permet de rapprocher les gouvernants des populations et permet également l'exercice d'un contrôle citoyen plus important par les populations à la base, dans les administrations, au niveau des exécutifs locaux. À l'expérience, dans certains pays, la décentralisation n'a pas non plus été un facteur important contre la corruption. Bien au contraire. Dans le cas du Burkina Faso, la décentralisation est associée à de la criminalité foncière et immobilière. De façon importante, les équipes municipales, les maires ont souvent été accusés ou ont souvent été convaincus de corruption lors de ventes frauduleuses de parcelles, y compris de ventes de domaines publics. La capture de l'État ou la capture du régulateur est une autre explication possible de la corruption. L'idée ici avancée est que l'État peut être capturé par des moyens financiers, par des moyens matériels, par des groupes d'intérêts privés qui mettent donc l'État à leur service, qui permettent aux représentants de l'État de prendre des décisions qui leur soient favorables. Dans un travail sur le secteur minier, l'Institut Free Afrique montre que la faiblesse de la régulation du secteur minier, la faiblesse du contrôle des activités minières au Burkina Faso, en gros, le faible bénéfice qui est tiré du secteur minier par la nation burkinabé est expliqué par une sorte de capture de l'État burkinabé, de capture des représentants de l'État burkinabé par des intérêts privés, des intérêts des sociétés minières. En d'autres termes, on se retrouve dans une situation où des autorités en charge de réguler le secteur minier en bénéficient de plusieurs manières. Premièrement, ces autorités peuvent voir leurs enfants, leurs familles, leurs proches être recrutés, y compris dans le top de certaines institutions, dans le top de certaines sociétés minières, sans que ce recrutement ne soit lié au talent ou à la compétence des personnes recrutées. Du reste, bien souvent, le seul atout, l'atout principal des personnes recrutées est leur lien de parenté avec l'autorité politique en charge plus ou moins du secteur à réguler. Deuxièmement, dans certaines situations, certaines autorités qui ont régulé des secteurs, une fois qu'elles ne sont plus à leur position, se retrouvent recrutées immédiatement ou prendre des intérêts immédiatement dans les secteurs dont ils avaient la charge. C'est le cas de plusieurs autorités politiques, de plusieurs autorités ministérielles dans le secteur minier au Burkina Faso. Ces pratiques sont appelées des pratiques de pantouflage. Évidemment, si une autorité sait que dès qu'elle va arrêter d'être ministre, elle va être recrutée dans telle société minière, elle a tel avantage, elle peut avoir un comportement de régulation, un comportement de contrôle plus favorable à la société minière parce qu'elle sait qu'elle en sera bénéficiaire, même si c'est plus tard. Les comportements de capture du régulateur sont en général expliqués par la faiblesse de la régulation et de la sanction effective contre les auteurs indélicats. C'est tout pour cette émission. On se retrouve très vite pour une autre émission consacrée toujours à la thématique de la corruption.